Après une première section consacrée à la philosophie, j'ai la tâche de vous amener dans le domaine du droit et plus particulièrement dans la compilation latine connue comme digeste ou pandect. Il s'agit d'une compilation faisant partie du Corpus Juris Civilis, un grand corpus juridique que l'empereur Justinien dans lequel l'empereur Justinien a voulu faire la somme de tout le droit romain depuis ses origines afin de le transmettre à la postérité. L'œuvre de Justinien revêt une importance pour l'histoire du droit jusqu'à nos jours, car il constitue la base du droit civil en Europe. Je rappelle que ce corpus avait presque intégralement disparu au cours du Haut Moyen-Âge. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIe siècle, au moment de la redécouverte d'un manuscrit du digeste, qu'un véritable renouveau des études juridiques se manifeste et provoque l'apparition de plusieurs glosses et traductions. Les œuvres faisant partie du Corpus Juris Civilis ont commencé à être traduites en français vers la moitié du XIIIe siècle, donc à l'époque du règne de Louis IX, dans une société qui s'apprêtait à devenir de plus en plus marquée par l'affirmation du pouvoir royal et par la mise en place d'un système juridique plus rationnel fondé sur l'écrit. À l'exception des instituts, toutes les traductions françaises du Corpus Juris Civilis sont encore inédites. Et nous verrons bientôt pourquoi. Le but de mon intervention est d'essayer de répondre à l'ambitieuse question posée dans le titre. Donc, pourquoi éditer une traduction française médiévale du digeste ? Autrement dit, qu'est-ce que la production d'une édition critique d'une traduction médiévale d'un texte juridique latin apporte en tant que tel au développement d'une recherche ? Alors pour cela, je m'appuierai sur quelques extraits d'une des premières traductions françaises du digeste, celle qui est contenue dans le livre de justice et de plaies, œuvre que j'ai éditée et étudiée au cours de la dernière année grâce au LabEx Aztec. Donc j'épuiserai presque tous mes exemples à ce texte et pour l'instant je ne vais pas ajouter des autres détails à ce propos, mais je vous en dirai plus à la fin de ma présentation. Alors, tout d'abord, en tant que philologue romaniste, l'édition d'un texte inédit présentait pour moi des nombreux points d'intérêt qui pourraient me permettre de répondre assez rapidement à la question posée dans le titre de ma communication. Donc, je pense en particulier à l'étude codicologique portant sur l'analyse matérielle du manuscrit, à l'étude de la tradition manuscrite de l'œuvre et de ses sources, à l'étude linguistique et scriptologique permettant de localiser la zone de provenance de l'auteur de la compilation et du scribe du manuscrit. Alors, ce sont sans doute des aspects qui me sont plus familiers, que je connais mieux, auxquels j'accorderai plus d'importance dans le cadre de l'édition papier que je prépare actuellement. En revanche, pour cette présentation, je me suis imaginée étudiante de droit et c'est dans cette perspective que je me suis donc demandé à quoi bon éditer une traduction médiévale. Donc, je suis partie d'un cas concret. Je pensais que l'étudiant qui entreprend aujourd'hui des études de droit se trouve confronté à la référence constante et presque systématique au lexique juridique latin.
Donc il suffit d'ouvrir n'importe quel précis de droit romain pour s'en rendre compte. Donc, si on parcourt rapidement un petit paragraphe tiré du manuel élémentaire de droit romain de Paul-Frédéric Girard, un manuel que tous les étudiants de droit connaissent, on peut dénombrer le nombre important de locutions et de vocables latents qui sont insérés tels quels à l'intérieur d'un discours didactique en français. Donc, si les locutions latines dénoncent de manière manifeste l'importance du latin dans le domaine des études de droit, plusieurs mots français constituent également des empreintes savantes à la langue de Rome. Face à ce constat, je serais donc tentée de croire qu'il existe depuis toujours une continuité directe, tout au moins d'un point de vue strictement lexical, entre le lexique juridique latin et le lexique juridique français. Alors de plus, je pourrais croire que cette continuité, exprimée surtout à travers des calques lexicaux, était plus marquée dans les premières traductions juridiques françaises. Donc, c'est-à-dire au moment où, pour la première fois, les traducteurs, les praticiens de droit du XIIIe siècle se sont confrontés au savoir juridique latin et donc aux concepts et aux réalités de l'époque de Justinien. L'étude plus approfondie de ces traductions médiévales pourrait alors m'amener à reconsidérer mes a priori. Donc vous retrouvez ici à l'écran quelques empreintes latentes qui font partie du lexique juridique du français contemporain. Je prie par exemple estimer, compensation, controverse, compromis, contumace et à la page suivante, vous trouvez encore fisc, pécule, usucapion, usurpation. Donc, bien que le dépouillement des dictionnaires de l'ancien français nous rassure du fait que ces mots commencent à faire partie du lexique français justement à partir du XIIIe siècle, il est assez étonnant de constater qu'ils sont assez peu répandus dans les premières traductions juridiques. Dans le cas de la traduction du digeste contenu dans le livre de justice que j'ai édité, on constate l'absence de toutes les entrées ici affichées, à l'exception de contumace. Donc, c'est-à-dire le latin estimare, l'action de estimer, est rendue par son résultat phonétique au son de esme. Le latin compensatio, l'action de rétablir l'équilibre, est rendue par l'ancien français contrepoids, donc le poids qui fait l'équilibre à un autre poids. La controverse, donc, qui vient du latin controversia, la discussion, donc la contestation, mot qui commence à s'affirmer à partir du XIVe siècle, est toujours traduit par content, donc ce qui est le résultat phonétique de contentio, donc la querelle, la dispute. Le compromis, du latin compromisso, qui indique un engagement mutuel, est traduit par mise, donc la somme qui est mise de côté, la somme que l'on tient en tant que réserve. En revanche, si on prend le cas de contumace, dans ce cas-là, la traduction du digeste contenu dans le livre de justice contient une première attestation qui précède d'une dizaine d'années celle qui est témoignée dans les dictionnaires. Encore pour les autres exemples, le latin fiscus, qui indique le trésor public et qui commence à être employé surtout à partir du XVIIe siècle, est traduit par la bourse l'empereur ou la bourse le roi. De même, pécule, du latin peculium, l'argent amassé, est rendu plutôt par chétel,
ce qui est devenu ensuite le capital. Et encore l'usucapion est exprimé par des formules telles que la longue tenue, donc le fait de garder longtemps la possession de quelque chose. On constate encore pour condamnation capitale qui indique la pena capitalis, le fait que la traduction atteste le fait de perdre l'atteste, ou encore pour le droit de passage qui était le ius eundi, il se trouve traduit par le droit d'aller et de venir parmi. Encore plus intéressants sont les deux derniers cas qui constituent une sorte de traduction glosée des lois romaines. Donc la loi Aquilia est traduite par la loi qui fait restaurer les dommages, donc la loi qui permet de réparer les dommages, et la loi Falcidia est la loi qui fait rétailler les legs, donc qui retranche une partie des legs. Donc, on pourrait multiplier de tels exemples et les spécialistes de droit en pourront trouver beaucoup d'autres. Ces quelques exemples nous montrent que le traducteur médiéval a employé des mots du lexique de l'ancien français compréhensibles par ses contemporains, et cela dans une perspective de transposer un savoir technique nouveau à travers des outils linguistiques connus. En effet, les problèmes posés par la traduction interlinguale d'un texte technique sont bien connus. Les stratégies de transposition utilisées par les premiers traducteurs des textes juridiques n'ont rien d'étonnant et sont toujours actuelles. En effet, comme l'écrit Jacques-Henri Michel, historien de droit et auteur de plusieurs contributions sur le vocabulaire des institutions romaines, la reprise des formules latines est normalement interdite aux traducteurs. Donc, comme il écrit, c'est qu'il existe dans la terminologie du droit romain des locutions et des vocables auxquels il est bien malaisé de trouver des correspondants français qui en rendraient compte à la satisfaction du romaniste et du traducteur. J'avoue ne pas savoir encore comment rendre en français la terminologie des formules et des actions de la procédure romaine. Donc, pour l'actio venditi, l'actio empti et toutes les autres expressions analogues, quelle traduction proposer? Ici encore, à l'usage de mes étudiants, je me contente prudemment du terme latin. Mais cette échappatoire est interdite aux traducteurs. Aussi, pour moi, le problème reste-t-il entier jusqu'à présent. Donc, on peut donc sans doute dire que les premiers traducteurs français des textes juridiques latins ne se sont pas permis beaucoup d'échappatoires. La comparaison entre les solutions qu'ils ont adoptées est alors particulièrement intéressante. Dans le cas du digeste, nous sommes dans une situation particulièrement favorable. Nous disposons en fait d'au moins 4 traductions quasi contemporaines qui nous fournissent une énorme variété d'exemples. On y retrouve à la fois des solutions similaires pour les concepts autour desquels les traducteurs ont rapidement trouvé un consensus, soit des interprétations divergentes. Ce qui nous témoigne qu'il s'agit d'un savoir qui était en train de se constituer et qui faisait objet d'un débat. Donc, l'étude des traductions anciennes du digeste nous permet donc de reconsidérer nos conjectures initiales quant au lexique de droit et de mieux comprendre la création progressive de ce lexique de spécialité. En effet, si les traducteurs médiévaux se sont appropriés du droit romain à travers son rapprochement à des notions connues, ce n'est qu'en examinant les traductions du XVIe siècle qu'on commence à constater l'apparition massive des latinismes que nous connaissons aujourd'hui. Cela peut être à cause de l'influence des glosses latines ou peut-être à cause
d'une plus forte attention, d'une plus forte fidélité au contenu des dispositions latines, je pense que les historiens de droit auraient sans doute plus de suggestions à ce propos. D'autre part, et c'est un point que pour l'instant je n'ai pas encore évoqué, on ne saurait passer sous silence le fait que la terminologie romaine a influencé directement la rédaction des coutumes, comme le montre le nombre d'empreintes latines qui figurent dans les coutumiers à partir du XIIIe siècle. Il s'agit d'empreintes qui se sont le plus souvent conservées jusqu'à l'époque moderne, comme c'est ici le cas des mots aliénation et interlocutoire. Et par contre, ce n'est pas le cas du dernier mot que je vous ai noté à l'écran, le mot voiture, que nous connaissons aujourd'hui en français moderne pour indiquer un dispositif qui est utilisé pour le transport, alors que en latin et dans les coutumes d'Orléans, il peut encore indiquer le prix du transport. Donc, pourquoi donc les traductions médiévales du digeste sont encore inédites? Alors, c'est une question sans doute légitime et cela s'explique d'abord par l'absence d'études sur les traductions et sur la tradition manuscrite. Je signale qu'un recensement est actuellement en cours à l'École des Chartes par Frédéric Duval. Ensuite, la difficulté posée par l'édition de ce genre de texte qui nécessite à la fois des compétences historiques, juridiques et philologiques. Et enfin, détail non négligeable, la taille de l'œuvre. En effet, selon Justinien, le digeste fait environ 1,5 fois la taille de la Bible. Si donc l'édition intégrale d'une traduction serait un effort considérable, je voudrais terminer mon intervention en portant votre attention sur le texte dont je me suis occupée cette année et qui nous permet au moins de connaître une sélection d'extraits du digeste. Donc, il s'agit comme je vous ai anticipé, du livre de Justice de Play, une compilation rassemblant des dispositions du droit coutumier et des extraits traduits du Corpus Juris Civilis et des décrétales, le tout organisé suivant le plan du digeste médiéval, donc digeste vieux, Infortia et digeste neuf. Cet ensemble qui a été composé dans l'Orléanais autour de 1260 est très probablement l'œuvre d'un praticien du droit ou d'un officier royal lié à l'entourage de Louis IX. Jusqu'à présent, l'œuvre n'était connue qu'à travers une édition partielle, publiée en 1850, n'élivrant qu'à peine une moitié de l'ouvrage. Les extraits du digeste, dont je me suis occupée, constituant l'essentiel du livre de justice, n'était connu qu'à travers quelques sondages lexicographiques ne permettant pas d'études complètes sur l'ensemble de cette compilation. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous annoncer que cette édition est désormais achevée en format numérique et qu'elle sera bientôt diffusée au public à travers le site ELEC de l'École des Chartes. Si nous aurons le temps à la fin de la discussion ou si vous voulez bien pendant cette journée, je pourrais directement vous montrer cette édition qui est déjà disponible sur un serveur provisoire. J'arrive donc à la conclusion. Donc, si répondre à la question posée dans le titre était déjà très ambitieux et je n'ai pas pu y répondre de manière assez partielle en évoquant seulement quelques points d'intérêt. Encore plus ambitieux serait de se demander pourquoi éditer une seule traduction médiévale du digeste.
car c'est surtout à travers la comparaison synchronique et diachronique des différentes traductions du digeste que nous arrivons à une connaissance plus complète de l'origine du lexique juridique français et des conséquences sur la création progressive de notre savoir juridique contemporain. Je vous remercie.